Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 13e numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Thrones. Je suis Erkep et je suis accompagné de Anna June Barker. Bonjour. Céladon. Salut. Et Flavien. Yo. Cette semaine, on revient sur l'épisode 5 de la saison 2 et ça commence juste après ça. Hola mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Faut devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Shazam, 2 points, mage puissant, virgule, longue vue, virgule, divers. Quand est-ce qu'on boit? Et oui, vous avez bien entendu, on parle bien de l'épisode 5 de la saison 2. Alors, on n'a pas sauté l'épisode 4. Je crois d'ailleurs, c'est pour ça qu'il devait y avoir un moment. Après, ils ont des problèmes avec leur numérotation d'épisodes. Parce que l'épisode 4, c'est un spécial Halloween. Donc, on savait pas trop si on le faisait ou pas. J'en ai fait 1h30 de résumé. Et on a décidé de pas le faire. Donc, on le garde pour peut-être un hors-série un peu plus tard. Oui, on le fera. Mais pour l'instant, ouais. Pour l'instant, on va continuer la campagne officielle. Et donc l'épisode de cette semaine s'intitule Les Mystères d'Aqaba, dure 2h37. Et je vais demander, on va changer. Ça me perturbe, mais on change. Je vais demander à Flavien ce qu'il en pense. Ça me perturbe aussi, mais let's go. Moi, c'est un épisode que j'adore. On démarre enfin un nouvel arc. On découvre une nouvelle ville, une nouvelle culture. Ça veut dire une nouvelle ambiance sonore. Perso, j'adore aussi cette ambiance. Et il y a tous les dictons qui sont emplis de sagesse. Il y a Alringis, les nouvelles mécaniques de jeu. Et puis on entend parler d'Aqaba depuis si longtemps que c'est comme si on était enfin arrivé après un long voyage. Donc j'avais grand hâte. Et voilà, nous y sommes. Et du coup, maintenant je vais demander à Céladon. Et comme d'hab, on va écouter des extraits de ta prédiction du mois dernier. Ils vont probablement commencer par faire le tour et visiter les lieux. Après, j'ai vraiment du mal à envisager le truc, genre comment ils vont s'y prendre pour la carte, parce que je sais pas, je partirais sur un enlèvement qui n'aboutira probablement pas. Et ils vont rencontrer le sultan. Et alors ouais, là je pense qu'ils vont prendre un karma énorme pour le fils décédé dont ils ont outragé la dépouille. Du coup, je me suis spoilée au travail. Je crois que apparemment ils vont pas au labyrinthe. Je suis désolée, c'est tombé comme ça. Donc j'imagine qu'ils iront pas au labyrinthe parce que j'ai l'impression qu'ils vont être aussi limités par le fait que ils vont devoir fuir rapidement. Dans ma tête, ils vont devoir fuir rapidement. J'ai des images de tableaux orientalistes dans la tête avec des scènes qui nourrissent mon imagination en mode je voudrais trop un tableau de la compagnie Créance à Aqaba façon Delacroix ou Ingres quand ils seront en train de planifier leurs méfaits dans le harem de Badainta en fumant du toum, dans leur tenue extravagante et tout. T'as pas trop eu de scène de planification, hein. On peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de plans dans cet épisode. Ça a plutôt été... Ouais. Il n'y a pas eu de plan du tout, quoi. Et j'attendais trop cet épisode, genre. Et du coup, en vrai, je suis pas du tout déçue. Genre, je l'ai vraiment beaucoup aimé, juste. Du coup, est-ce que ma prédiction, elle est demandée à ce qu'elle soit prolongée pour le prochain épisode? Parce que c'est pas encore à Aqaba, je crois. Et en fait, l'enlèvement, c'était pas une si mauvaise idée, genre. Peut-être, on verra. J'avais oublié que j'avais dit ça. Ouais, mais on peut la valider, on peut prolonger la garantie. Oui, On c'est peut ça. la valider oui. pour le prochain épisode, pas de souci ça. Après, on verra si c'est véridique ou pas. Ou celui d'après. Et toi, Erkep, Alors, qu'as-tu pensé de moi, cet épisode? je suis content, j'ai adoré cet épisode. On est reparti dans le Game of Roll que j'aime. Une ville, des quêtes, des PJ en roue libre, Nicolas qui perd ses fringues, Ketra qui loot, Atlan qui balance des punchlines incroyables, et Clodomir qui fait des dazeries.
C'était vraiment que du bonheur. J'ai eu des moments de pur fou rire en faisant le résumé. Et ça arrive très peu. D'habitude, quand je fais le résumé, ça me fait chier. Même les épisodes que j'aime bien, j'aime pas les écouter pour ça, en fait. Et là, vraiment, il y a un des extraits où je l'ai écouté 10 fois, j'ai rigolé 10 fois. Donc, c'est vraiment un très bon épisode. Ça y est, il n'est plus aigri, les amis. Ça Non, change. c'est fini. On est vraiment parti d'Esperanza, là, ça y est. La dernière fois, il y en avait encore un peu. Et là, ça y est, c'est loin derrière, on n'y pense plus. Et toi, du coup, Anna June, t'en as pensé quoi? Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je l'ai demandé pour une fois de parler en dernier parce que c'est toujours moi qui m'exprime en premier. Et surtout, en fait, je me doutais que l'enthousiasme ici serait général. Et évidemment, je partage votre enthousiasme. Cet épisode, il est vraiment génial. Et l'arc Akaba, il est pour beaucoup de gens le meilleur de la campagne. Et si je voulais m'exprimer là-dessus, c'est parce que pour moi, il a quand même malgré tout du mal à rivaliser avec Alta Bianca. Et pourquoi ? Parce que je trouve que l'équipe est beaucoup plus souvent séparée dans Akaba. Et ça va énormément peser, je trouve, sur l'alchimie du groupe. Alors, évidemment, Alta Bianca, ils étaient séparés aussi. D'ailleurs, l'épisode du doigt, c'est un moment où Clodomir est seul, ou ils sont séparés en tout cas. Donc, le fait d'être séparés n'empêche pas des moments d'anthologie. Mais ici, ils vont être beaucoup plus fréquents. Et donc, ce que moi, j'aime surtout dans Game of Thrones, c'est cette alchimie de groupe. Et puis, un des trucs qui fait que... une des grosses raisons du succès de cet arc, c'est l'arrivée d'un des PNJ les plus attachants de la campagne. Et... attention, je vais vous choquer, mais moi, j'ai jamais réussi à m'attacher à Vladimir. Alors, à part, justement, dans cet épisode, car je trouve que la rencontre avec Vladimir, elle est exceptionnelle. On aura l'occasion d'en reparler. Rien que pour ça, pour moi, cet épisode-ci, il est à marquer d'une pierre blanche. Mais c'est vrai qu'après, on en reparlera, mais je suis pas la plus grande fan de ce personnage. Mais voilà, donc super bon épisode, mais je continue à être... une fan d'Alta Bianca avant tout. J'ai hâte de savoir pourquoi t'aimes pas Vladimir et j'ai hâte de voir comment il est dans cette campagne-là. Trop bien, tu verras. C'est drôle, je savais pas que Vladimir c'était un des PNJ les plus attachants pour les gens, parce que personnellement je m'en suis toujours foutu complètement. Oui, mais t'es un homme sans cœur qui n'aime pas les animaux, que veux-tu ? Ah oui, ça doit être pour ça. C'est marrant que t'aimes pas le fait qu'ils soient séparés, parce que justement, moi, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, en fait. Il y a une dynamique... je suis d'accord qu'il faudrait pas qu'ils soient tout le temps séparés, mais moi, j'ai bien aimé justement l'aspect de... Ils découvrent un peu la ville de leur côté, après ils se rejoignent, ils en discutent. Je sais pas, il y avait une sorte de... Comme si c'était... Je sais pas, peut-être que j'avais des réminiscences de... quand j'ai visité des villes avec le collège et on avait des moments de... C'est trop mignon. tu sais, on avait des moments de... Allez, pendant 2 heures, vous allez où vous voulez. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu te retrouves et t'es genre, oh, moi j'ai vu ça, je sais pas. C'est tellement mignon. Putain, ça marche super bien. Ça marche super bien ce que tu viens de dire. Moi aussi, j'ai trouvé que ça marchait... Enfin, pour cet épisode-là, je trouve que le fait qu'ils soient pas toujours ensemble, c'était plutôt bien amené par Fibre, qu'il avait bien traité le truc. Bah, je trouve aussi. Mais après, je suis d'accord qu'il faudrait pas que ce soit comme ça tout le temps. Moi, j'aime vraiment pas trop parce que, typiquement, à un moment, ils vont voir le sultan. Et s'il n'y avait pas la quête de l'astrologue, ils allaient voir le sultan sans Clodomir. Et c'est le genre de truc qui c'est abusé. Pète les couilles. Je pense qu'on en reviendra. Ouais, on en reparlera, mais quand il y a comme ça des gros moments qui décident de faire sans un des membres et que le membre se retrouve isolé d'une partie importante du scénario, et puis j'aime pas aussi cette méta du je participe à la scène un peu mais pas trop parce que je suis là mais pas là parce que je veux encore quand même faire du LOL. J'ai l'impression qu'il faut soit le faire à fond, soit le faire pas du tout, mais l'entre-deux est parfois compliqué à gérer, je trouve. Je les préfère tous ensemble. Ok, on va donc passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Alors, avant de commencer le résumé de cet épisode, une petite remarque sur l'intro. Donc, Fibre Tigre
dit qu'il a demandé à ses joueuses s'ils étaient chauds de continuer à jouer dans cet univers-là, s'ils en avaient pas marre. Et ce sont ses dires, il lui aurait répondu qu'ils pourraient y jouer pendant 10 ans sans problème, qu'ils étaient encore motivés et tout ça. C'était une façon de parler, bien évidemment, mais Game of Thrones Magic s'étant clôturé en ce début d'année 2023, ils auront joué pas moins de 5 ans dans cet univers, soit la moitié de cette déclaration à cœur ouvert. Et je trouve que c'est déjà franchement pas mal. Donc voilà, on peut les applaudir et les remercier pour cet exploit et pour tout ce qu'on a vécu en l'univers d'Arya. Mais le GOAT est parti entre deux. Ouais, c'est vrai. Mais l'univers est resté le même. Moi aussi, j'ai relevé le fait que Fibre, il avait demandé à sa table s'il souhaitait continuer et j'ai pas grand chose à en dire, mais je trouve ça bien que toi t'en aies parlé parce que je crois que je l'aurais pas dit, mais c'est cool un peu d'entreapercevoir ce feedback qu'ils ont entre eux et tout. Ouais, en plus à l'époque se jouait en parallèle une campagne dans un monde espace. Et je pense qu'il s'est demandé aussi si ces joueurs autour de la table avaient pas envie de jouer dans cet univers-là, et on se retrouve des années plus tard et c'est enfin ce qui va se passer avec la campagne qui va bientôt commencer. Ils se réveillent sur le pont de leur bateau et ils recommencent tout de suite le débat sur la pierre de téléportation. Et ils partent beaucoup plus loin que nous la dernière fois. Attends, je pensais qu'on était déjà bien assez loin. Mais ils sont globalement d'accord avec moi. Ah non, on va pas recommencer. Ah oui, bon, pardon. Oui, j'aime trop, on m'a dit qu'il y aurait une chute à cette histoire et j'ai hâte de savoir. Ouais, je m'en souviens plus. On m'a dit ça aussi, mais je m'en souviens plus. On m'a dit que je passerais pas à côté. Un homme les interpelle depuis le quai. Il s'agit de l'ambassadeur d'Arya à Alta Bianca. Il a une proposition pour Clodomir. Donc, moi, je sers la princesse Oriane, la reine Oriane d'Arya. Et je vous connais bien parce que votre portrait est partout dans Arya. L'Académie des Mages veut vous assassiner et l'autre moitié d'Arya veut aussi vous tuer. Et franchement, quand vous avez été accompagné, également Alta Bianca aussi voulait vous tuer. Et donc, on vous amène chez Léonide, vous allez probablement être tué, et là vous ressortez protecteur. Et comme je sais que vous êtes magicien, j'en déduis qu'il y a peut-être quelques magies là-dessous. Figurez-vous que aujourd'hui les magiciens d'Arya sont des magiciens qui lancent des boules de feu sur les ennemis, qui font repousser les récoltes, qui font de la pluie quand on a besoin de pluie, tout ça, choses très utiles. Mais la reine Oriane et moi, on s'est dit, et si on avait des magiciens qui par exemple, changeaient la vie des gens, la vie de nos ennemis. Par exemple, si par exemple, le sultan d'Aqaba, au lieu de nous tuer, il se rendait, par exemple. Ça économiserait beaucoup d'argent et aussi, ça pourrait sauver beaucoup de vies, n'est-ce pas? Mais les magiciens de l'Académie des Mages, ils sont un peu vieux jeu. Ils disent c'est pas bien de changer la vie des gens, c'est pas bien de faire ce type de choses. Et on cherchait quelqu'un qui serait peut-être intéressé. Aucune race. Oui, qui serait progressiste en fait, sur certains sujets. Voilà. Alors, si vous le voulez, je vous donne mon sceau que je porte à mon doigt. Vous le portez à n'importe où, cahier des doléances, un officier qui vous attaque à Arya ou quoi que ce soit, vous dites que vous voulez voir la reine Oriane de ma part, et elle vous recevra, et je vais lui écrire une lettre, elle vous recevra et elle vous fera plus concrètement cette proposition, on va dire, d'académie progressiste. Et le magicien prend le sceau, mais il décide de rien pour l'instant. Il se montre même carrément sceptique. À mon grand étonnement, je dois dire. Ouais. Je pensais qu'elle allait plonger dedans direct. On dirait que depuis la dernière fois, il se méfie quand même beaucoup plus. Je me demande bien pourquoi, tu vois. Mais du coup, ça casse un peu la proposition, effectivement, parce que je la trouve quand même super intéressante. En vrai, pourquoi pas, hein. C'est vrai que c'est dans le cadre de Clodomir, il est très comme ça, quoi. Ça colle bien au personnage, mais bon, il tombe pas dedans. Mais alors, je pense qu'on en reparlera un peu à l'avenir, mais de manière générale, toutes les opportunités avec la reine, je les trouve assez peu ou assez mal exploitées. Et je pense qu'ils ont un peu de mal avec les aspects politiques de Arya, en fait. Pas forcément facile à comprendre, on va dire. Mais carrément. Depuis le début, en fait, depuis le départ, ils n'arrivent pas, je pense, à saisir la dimension politique du jeu de rôle. Et j'avoue que j'ai du mal à réaliser si à ce moment-là de l'histoire, la team, aussi bien que les spectateurs, que les auditeuristes, est-ce qu'ils ont déjà des doutes sur Oriane et sur l'influence potentielle de Zoltan ou du dieu ennemi sur elle? Je ne sais plus, j'arrive pas trop à déterminer, parce que si on met cette problématique sur le côté, si on regarde les faits,
la question d'une académie noire, c'est une bonne question à prendre. Tu es doué de magie, tu pourrais mettre ton pouvoir au service de la couronne. Même actuellement, il y a plein de gouvernements à travers qui ont des services secrets et qui fonctionnent de cette manière-là. L'idée d'avoir des agents au service du pouvoir, sans devoir avoir affaire à la morale, ça a existé de tout temps et c'est en réalité une proposition assez classe qu'on vient de faire à Clodomir à ce moment de l'histoire. C'est un peu si on lui demandait de devenir le James Bond des magiciens, quoi. Donc, je trouve que tout l'arc, en fait, Académie Noire va être pris un petit peu par-dessus la jambe, plutôt en mode, justement, appuyé sur le fait que Clodomir devient Dark Clodomir et et pas vraiment se poser 2 secondes sur est-ce que, oui, les magiciens doivent, comme ça, se plier au pouvoir établi et ne faire que des actes mineurs alors qu'ils ont entre leurs mains un pouvoir incroyable. Et puis, je trouve que dans l'extrait que tu as fait jouer, il y a une phrase incroyable de Nicolas qui dit en gros, il cherche quelqu'un qui n'aurait aucune race et ça va parfaitement à la nouvelle version de Clodomir depuis quelques épisodes. Il dit aussi magicien flexible. C'est ça. C'est un peu drôle. Mais il y a un problème qui se passe aussi, qui va se passer, bon c'est un peu spoil, mais en fait c'est Académie Noire et Magicien de la Nuit et il va passer son temps à se planter, à confondre les deux. Et des fois, d'ailleurs je crois même qu'il en parle, il dit ouais je suis Magicien de la Nuit, je sais pas quoi, le gars lui dit je sais pas ce que c'est. Ouais. Et en fait je pense que Clodomir il arrive jamais lui-même en fait à savoir ce qu'il est, pour qui il travaille, qui il est. Ça s'affine au fil du temps. Au bout d'un moment, il a l'air d'un peu mieux comprendre. En réalité, on ne sait pas du tout comment ils se sont préparés en session 0. Mais j'ai vraiment l'impression que de tous les persos, c'est vraiment Clodomir qui comprend rien à son background. Parce qu'en effet, je trouve que le sujet des magiciens de la Night, comme lui dit, il n'est pas si clair dans le jeu de rôle si on t'explique pas bien préalablement que ce sont des magiciens qui ne se sont pas pliés justement aux règles de l'Académie de magie. Et si on lui a pas expliqué ça clairement, c'est normal qu'il soit paumé. Après, ma version, c'est qu'on lui a expliqué et qu'il n'a pas écouté. Oui, Fib lui répète 45 fois quand même qu'il n'a pas le droit. Et, oui, mais Landa passe son temps à dire tu te vois pas, et puis il se fait pourchasser, mais continue à dire à tout le monde qu'il est magicien alors qu'il n'est pas supposé le dire, quoi. Ouais. Et cette petite variation du nous on fait de la magie, mais pas au service de la couronne, j'ai l'impression que c'est pas si clair. Donc on va dire, tu peux pas dire que tu es magicien, mais c'est pas clairement expliqué pourquoi. Ouais. Et moi je pense que j'aurais été aussi perdu que lui à dire vrai. Non, je suis d'accord. C'est pas simple. Donc après ça, ils hésitent entre repartir à Aria et voguer vers Akaba. Parce que je rappelle qu'à Aria, il y a la carte de César Costa. Enfin, ils savent maintenant que César Costa a une carte, enfin, un bout de la carte. Et à Akaba, il y a la boîte et la promesse de leur poids en or. Ketra rappelle quand même qu'elle est connue à Akaba et elle décide de se masquer une fois arrivée là-bas. Et là, Fibre fait une ellipse. Bienvenue, je dirais, puisque le voyage dure 3 semaines. À l'ouest, enfin un matin, vous voyez se découper les côtes désertiques du sultanat d'Aqaba. Et devant la glorieuse métropole, donc Madina as-Salam, la maison de la sagesse. Alors Keitra reconnaît cet endroit où elle a des bons et des mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, vous êtes riche. Et vous êtes sur le point de le devenir plus encore grâce à la précieuse boîte convoitée par le sultan. Et comme d'habitude, quand ils arrivent dans une nouvelle ville, il y a plein de personnes avec des points d'exclamation au-dessus de leur tête. Et tout d'abord, il y a le maître du port qui leur pose quelques questions. Ouais, elle leur demande d'ailleurs d'où est-ce qu'ils viennent. Et après un petit temps de réflexion, parce que juste avant, en plus de ça, juste avant, ils avaient dit, quand ils récupèrent le sceau, ils disent attention, le sceau, faudra pas le montrer à Akaba. Franchement, bon réflexe. Et donc, bref, après un petit temps de réflexion, ils décident de répondre donc qu'ils viennent d'Alta Bianca et pas de Aria, ce qui techniquement est la vérité. Et en fait, je trouve cette interaction, je trouvais que cette interaction elle était très courte, parce que le gars, il arrive vraiment, il dit d'où venez-vous, Alta Bianca ? Ok, bienvenue, au revoir. Donc j'ai vérifié un peu dans les règles du jeu de rôle et ils ont très bien fait parce que s'ils avaient répondu Aria, leur bateau aurait été immédiatement saisi et pire, s'ils avaient utilisé un pavillon d'Aria, et ils auraient été catapultés en fait bien avant qu'ils arrivent. Donc bravo à eux, fallait le souligner.
C'est quand même rare. C'est sûr, vraiment. Enfin, ça peut paraître évident vu de l'extérieur, mais comme d'habitude, en partie, on n'a pas du tout les mêmes réflexes. Et là, franchement, GG à eux, ils ont eu la bonne réflexion de se dire, il n'y a pas un bins encore entre Arya et Akaba. Ah ouais, on va dire qu'on vient d'Alta Bianca. Bravo, ils apprennent quand même un petit peu de leurs erreurs de temps en temps. Mais ça veut dire que la partie, elle peut se terminer là, genre? Si juste s'ils se trompent, s'ils s'annoncent mal? Oh, c'est du jeu de rôle, hein. Il y a toujours Oui, moyen c'est ça. de faire autrement. Ouais, ils pourraient, je sais pas, les enfermer ou quoi. En fait, c'est typiquement comme ce qui s'est passé à Alta Bianca, c'est-à-dire qu'ils les arrêtent, ils sont pieds et poings liés, ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc, je pense pas que ça s'arrêterait comme ça, quoi. Ensuite, on a un garde qui vient récupérer leurs livres pour la grande bibliothèque. Je trouve ça vraiment cool, le concept d'Akaba, de copier tous les livres. On n'appuie pas assez dessus, mais cette bibliothèque, c'est vraiment un monument primordial historique de cette ville. Et il y a Nicolas d'ailleurs qui dit un truc super intéressant, c'est qu'ils pourraient retrouver les codex qu'ils ont perdus. Alors malheureusement, il me semble que ça restera simplement une réflexion. Il va bien y avoir une tentative à un moment d'aller à la Bibli, mais on sait tous, enfin presque tous, comment tout ce savoir va finir malheureusement. On verra ça après. Mais moi j'ai toujours été, alors là pour le coup, subjuguée par leur non-négociation concernant les livres. Vraiment, c'est un passage qui m'a ultra marqué dans cette campagne parce qu'ils font chier pour tout et n'importe quoi. Et là, illico, ils vont faire l'inventaire de leur codex. Ils vont regarder ce qui leur reste, le dire à haute voix et tout. Ils vont donner sans broncher. Et même le codex occultatum, enfin Atlan, il se pose aucune question. Il le donne alors que c'est son héritage familial et tout. Et eux qui ont pour habitude de partir des villes dans le sang et les flammes, ça m'étonne tellement qu'ils se posent même pas une seconde la question, quoi. Ils veulent même défiler des codex qu'ils n'ont plus depuis longtemps. C'est vrai. Et j'adore Nicolas qui dit à Atlan, et ne fais pas un 92 sur ton jet de reçu, parce qu'il reçoit un reçu pour les codex. Oui. C'est drôle. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont peur. Hein. Et à Alta Bianca, ils se sont fait avoir. Ils veulent pas que ça recommence. Ouais. Ils mentent même pas, quoi. Non, bah non. Fibre, il les a bien... Ouais. En descendant, et notez bien cette information dans un coin de votre tête, Nicolas distribue des potions d'Ingramus à chacun des persos. Ça aura peut-être une importance plus tard. Et bien sûr, ils n'oublient pas la boîte et le parchemin. Donc, comme je disais tout à l'heure, Ketra n'a pas laissé que des bons souvenirs à Akaba. Donc, Phoebe va mettre en place une nouvelle mécanique. Donc, à chaque rencontre, si elle sort son masque, elle devra jeter un dé. Et selon le résultat, la personne aura un bon ou un mauvais souvenir d'elle. Il y a une autre mécanique qui va s'installer à ce moment de l'histoire. Alors les gars, est-ce qu'on en parle des proverbes? Ouais, j'en ai pas trop parlé dans mon résumé, mais j'avais envie de prendre un extrait de chaque proverbe à chaque fois. Parce que alors là, vraiment, c'est le gros dos de cet épisode. Et de nouveau, quelle force il a, ce Fibre Tigre, pour imposer son univers, pour imposer les évidences de son univers. Parce qu'en 2-3 phrases, il instaure directement l'importance des proverbes. Parce qu'on réalise direct que ça va être le truc important d'Akaba. Et dès le premier intervenant, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième intervenant, il y a déjà un échange, une sorte de ping-pong concernant les proverbes, et c'est du petit lait. C'est vraiment ce que je préfère de loin dans tout Akaba, en fait. Ils se saluent les uns les autres avec respect, ils se lancent des proverbes en veux-tu, en voilà. Ils se plantent évidemment dans les énoncés, parce que c'est pas drôle. Et enfin voilà. Et Fibre, qui, selon moi, réussit un tour de passe-passe pour rendre cet aspect d'Akaba intéressant et ludique. Moi, je dis, voilà, chapeau l'artiste, c'est là qu'on voit le grand maître, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, j'adore aussi les proverbes. Et je vais en reparler un petit peu vaguement dans ma carte blanche. Voilà. J'aime trop comment tu le mets en avant, Anna, parce que du coup, je trouve que ça permet de grave repérer comment on met en place un univers et comment on le rend vraiment tangible et pratique. Enfin, je sais pas si c'est très clair comme idée, mais voilà. Dans le jeu de rôle, les proverbes, ils sont mis en avant. Il me semble qu'il y a une liste de proverbes sur l'écran du MJ. Exact. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, mais il me semble. Ouais, trop stylé. Je vais en citer quelques-uns tout à l'heure. La dernière personne est un mendiant qui les arnaque avec des récompenses inutiles contre des pièces de plus en plus grande valeur. Par exemple, la pièce d'argent leur ouvre les portes de toutes les tavernes.
On a quand même Clodomir qui fait quand même remarquer que de toute façon, les portes des tavernes sont ouvertes pour n'importe qui. C'est tellement drôle. Surtout qu'en fait, ils finissent par se rendre compte du truc, mais c'est pas grave, ils continuent quand même. Ils se disent, encore une fois, je pense que ils sont encore superstitieux, quoi. On en revient toujours à la même chose. Ils ont plein de fric à distribuer de toute façon. Ouais. Ils savent que c'est un piège, ils se disent, mais dans le doute, tu sais, on va quand même le faire. C'est vraiment ça, c'est dans le doute. Et on est presque sur un nouveau coup à la Djebiru parce que Fibre n'impose rien. Ça rend le gars hyper crédible et attachant parce qu'il n'est pas en mode aller à boule le fric, quoi. Et c'est vraiment impressionnant à quel point ils savent tous très bien qu'ils se font niquer, mais ils donnent le bénéfice du doute aux mendiants. Et cette séquence est très drôle et maligne et elle donne lieu à plein de nouveaux proverbes, dont le banger absolu de cet épisode, le fameux « le goudron amer de la dignité vaut mieux que le miel de la tranquillité », et qui est soit dit en passant un véritable proverbe marocain. Mais ils vont passer toute l'aventure à le malmener, ce pauvre proverbe, et pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, parce que ce running gag, c'est vraiment un de mes préfs. Et j'adore une des versions d'Atlan, qui est le goudron amer de l'humidité vaut mieux que le miel de la stupidité. Devant vous, alors Keitra connaît un petit peu les lieux, donc imaginez des petites maisons blanches carrées, des petites rues, beaucoup de chats, des chats abyssins, donc je ne sais pas si c'est une autre race que Fripouille. Donc en face de vous, Keitra, tu sais qu'il y a le marché aux esclaves de Sinistre. Voilà. Juste derrière le marché aux esclaves, il y a un grand bazar où on peut acheter des merveilles. Donc au bout du quai, il y a le marché des esclaves. Non, il y a quelques maisons, après il y a le marché aux esclaves. De l'autre côté, il y a un grand bazar où on peut acheter des merveilles. Et tu as entendu parler que un peu sur la gauche du marché aux esclaves, il y aurait un temple. Voilà. Et sinon, autre repère visuel, tout en haut d'une colline, au loin, vous voyez avec des minarets d'or et des dômes en or, l'énorme palais du sultan. Ils commencent leur exploration de la ville et décident de se rendre au temple que Keitra connaît pour tenter de soigner la malédiction de Clodomir. Et donc ils arrivent au grand temple du dieu du pain. Mais les prêtres se lamentent car le four s'est éteint pour la première fois depuis 1000 ans. Et selon eux, selon la légende, il faudrait sacrifier un enfant pour le réveiller. Enfin, 7 bœufs et un enfant, ou un truc comme ça. Et là, on a Clodomir qui semble prêt à sacrifier un de leurs stagiaires. La solution est même longuement discutée par tout le monde. Il n'y a que Keitra qui semble vraiment effaré par l'idée. Et on a ensuite Clodomir qui essaie d'examiner le four. À ce moment-là, Fibre lui explique que sa magie ne marche plus du tout ici. Et en plus, il voit rien de spécial dans le four. Ouais, parce que ce qui est marrant, il fait que des jets de dés pourris à ce moment-là. C'est vraiment genre, il complète le RP de Clodomir qui est au bout de sa vie. Ils disent même, il a perdu son mojo. Il est même ronchon, quoi. Tu sens qu'il fait la gueule, quoi. Il est pas content, quoi. Et le pire, c'est que s'il avait réussi, je suis certain ils auraient réglé cette quête presque en 30 secondes parce que ça me fascine à quel point ça se joue à peu de choses, en fait. Parce que visiblement, sans doute qu'ils se seraient rendu compte qu'ils pouvaient leur allumer avec une potion d'Ingramus ou ce genre de choses. Mais là, non, ils sont complètement bloqués. Ils vont rester complètement bloqués avec ce four et ils savent pas quoi en faire. Pauvre Clodomir. Je cite, voilà qui je suis maintenant. Un clodo à 2 PV. Est-ce qu'on peut vraiment contourner cette quête ? C'est pas possible, hein ? Si ? Si tu veux pas faire le pèlerinage, tu t'en fous. Ah ouais, ok. Je me disais, en fait, je relisais ma note et je me demandais s'ils allaient revenir dessus ou pas. Mais je me suis dit que peut-être c'était pas une quête qu'on pouvait ignorer, quoi. Du coup, j'aime beaucoup cette quête et ça m'intéresse de savoir s'ils vont revenir dessus ou pas. Moi, j'aime pas cette quête, voilà, je le dis. Moi non plus. Et en plus, à ce moment de l'histoire, il propose une solution de mettre une goutte d'Ingramus dans le four, qui est pas une mauvaise idée en soi. Et ce à quoi Fibre, il dit direct, ça fait 10 minutes que vous êtes dans la ville, vous allez quand même pas déjà faire exploser un temple millénaire. Et je trouve que c'est assez rare de la part de Fibre de se mêler comme ça de leurs décisions et de faire un commentaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'habitude c'est vraiment un MJ qui est ouvert à absolument tout. Et là, il va vraiment les influencer de manière assez, beaucoup plus cash que ce qu'il fait d'habitude. Mais en plus, c'est pas une des manières de rallumer le four, il me semble. Alors, justement, je voulais dire un truc là-dessus. Je suis allé voir dans le JDR
papier. Moi aussi. Ouais. Pas du tout. Ouais, moi, Ah moi ouais aussi, Non, j'étais c'est persuadée. un jet d'artisanat à Ouais. construire. Il y a, Oui, il y a un c'est ça, problème oui. avec le gaz, en fait. Et il y a l'Ingramus marcherait pas, en fait. Elle crame et après, comme le gaz ne vient pas, de toute façon. Ouais. Voilà. Mais moi aussi, je pensais ça Mais pourquoi parce que c'est un petit spoiler, mais genre, à la fin, quand de toute façon, ils n'auront pas fait la quête, ils vont Ouais. parler à un mec. Et Phoebe va dire non mais c'est bon, le four on s'en fout, on va balancer une petite Mm. potion dedans et ça va C'est se Oui, pour c'est ça rallumer. qu'on pense c'est ça. ça. Du coup j'étais Ouais. persuadé que c'était une vraie solution. Ouais. Et du coup il dit Bah, que là il faut pas le faire alors que plus tard. Oui, exactement. Oui, c'est ça et qu'ils et vont faire. j'ai la même réaction parce que j'étais persuadée que Ingramus c'était la solution et donc j'ai été voir dans le bouquin et c'est pas ça. Mais très étrange comme move de la part de Fibre à ce moment-là. En tout cas, la scène reste comique, je trouve, avec les prêtres qui répètent en boucle « Nous ne sommes pas dignes !» Et puis Atlan a quand même 2 chouettes punch à ce moment-là. Il dit Avez-vous essayé de bénir une série de 1000 miches ?» Ça me fait rire, ça. Et puis en parlant à Daz, il dit Ah oui, toi, nouvelle philosophie, hein. Les bateaux, on les crame, les enfants, on les bute. Et c'est vrai que Clodomir, il est hyper blasé à ce moment de l'histoire. Il a plus de morale, plus rien. C'est marrant de voir Daz comme ça. Il décide de partir vers un autre temple qui doit être un peu plus utile parce que c'est le temple de la sagesse, un dieu qui peut tout guérir. Et à ce moment-là, donc tu parlais de la mécanique un peu plus tôt, Erkep, Keitra va être reconnue par la prêtresse du temple et elle va devoir lancer un dé, 6 étant le pire, et elle fait 6. Et je trouve qu'il y a genre 0 conséquence, quoi. Grave, je suis complètement En d'accord. plus, Clodomir vient de rater son jet de lecture, donc rien ne va pour les aventuriers. Et je pense que c'est pour ça que Fibre est ultra clément, parce que, à part le fait que la prêtresse déteste Keitra, il se passe rien, quoi. Moi, je pensais qu'elle allait vouloir essayer de vendre, parce que donc, il décrète que Keitra a tué le frère de la prêtresse dans l'arène, et on peut imaginer que sur un 6, elle ait envie de venger la mort de son frère, ou bien qu'elle fout tout le monde dehors. Non, je pense que Fibre, à ce moment-là, il estime qu'ils ont assez échoué pour ce début de partie, et qu'il faut que les choses un petit peu avancent, quoi. Sinon, cette même prêtresse leur donne à nouveau un proverbe qui est « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence », ce qui est franchement assez splendide. Et là, me fait rire parce qu'il dit « J'en ferais un beau tatouage si j'étais ado ». J'imagine tellement. Clodomir est de plus en plus faible et il se renseigne sur le moyen de se soigner. Donc il doit donner de l'argent et dormir dans le temple. Et le dieu de la sagesse lui enverra peut-être la solution en rêve. Et donc, il est 3h de l'après-midi, mais il décide de rester dormir tout de suite. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais en vrai, pauvre Clodomir, parce qu'il va rater tellement de petites aventures. Il est vraiment tout seul. Et ouais, comme on disait, en fait, ils partent comme... C'est un peu des Salara, quoi. À partir, genre, chez le sultan ou quoi. Et en plus, à un moment, il dit genre, ah ouais, vous attendez pas les potes. Et puis t'es vraiment genre, mais oui, quoi. Enfin, vous êtes vraiment des salauds, quoi, là-dessus. Mais bon, dans tout ça, ce que j'adore, c'est quand même le run gag de c'est le matin, là. Oui, il le dit tout le temps, c'est très drôle. Ça me fait très très rire. En plus, il est en RP avec sa capuche, il fait genre, il dort. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça triste quand même. Je trouve que t'as raison. Genre, il se retrouve à dormir et genre, isolé du groupe, quoi. Mais j'aurais dû jouer ça, je me serais sentie un peu perdue parce que il y a un cumul de trucs où quand même il est vraiment faible et il y a son rêve et alors les espèces d'énigmes comme ça, moi elles me perdent, quoi. Je trouve ça hyper flou et après j'ai trouvé ça hyper cool que plus tard dans l'épisode ils servent du rêve pour donner du temps à Fibre. Ça c'était vraiment un chouette move. Ouais, quand il rêve en 60 FPS, no clipping, un rêve incroyable. Ouais, il était pas sur console. Très, c'est vrai que là-dessus, on voit que c'est des bons animateurs de Web TV. Hein. Ouais. Parce que dès que Fibre cherche dans ses notes, ils arrivent à combler tout de suite. Tu remarques même pas. Sans sortir du jeu, en plus. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ouais. C'est chouette. Je trouve qu'on y voit un peu la cohésion du groupe aussi. Genre, que c'est une forme de soutien pour moi. Ouais, totalement. Atlan demande à Fripouille de lui montrer le temple du dieu des chats.
Et vous vous souvenez de mon obsession pour le fait qu'ils n'ont rien piché de comment il faut communiquer avec ces putains d'animaux. Et là, Atlan, là, ouais, il utilise juste 3 P2 et des phrases incompréhensibles pour pouvoir parler à son chat. Ça me fera toujours autant triper. Et du coup, il s'aperçoit que des chats d'Aqaba sont apparus tout autour de lui et ont l'air agressifs. Ça m'intrigue trop. Au départ, je trouve que ça a l'air anecdotique et j'ai adoré que ça prenne de l'ampleur et que Fripouille soit trop dans le mal au milieu de cette communauté de chats qu'il connaît pas et tout, genre trop bien. Donc en attendant que Clodomir s'endorme, la nouvelle priorité est d'engraisser la gladiatrice en vue de la récompense du poids en or. Subtilement, n'est-ce pas mon cher Flavien ? Fibre les dirige vers le quartier des musiciens, où soi-disant la nourriture est délicieuse et calorique. Donc il y a un canal qui est tiré de l'Ousfane, donc le grand fleuve qui va jusqu'à Hachanoul d'ailleurs, et qui apporte de l'eau dans ce qui était autrefois l'ancien palais du sultan. Désormais, c'est un grand quartier avec des tours aux minarets d'or et des places rondes de mosaïque. Il fait frais et bon, et surtout la musique est partout. Alors à chaque coin de rue, vous entendez, alors je le prononce mal, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que je le prononce mal, vous entendez des joueurs de oud, c'est un luth, de ney, c'est la flûte, de darbouka, c'est le tambour, de daf, c'est le tambourin, de rabab, c'est le violon, et enfin de kanoun, c'est une sitar. Donc sur la grande place, au milieu de la place, donc il y a il y a une grande fête fastueuse. Donc ce qui se passe en ce moment, il y a 2 événements en fait. Il y a la grande Nouba, qui est un concours de musique, et à laquelle vous pouvez vous intéresser. Et il y a aussi quelque chose qui semble tout à fait pas faux, c'est qu'il y a un concours du plus gros mangeur de loukoum. Comme par hasard, 2 concours, dont un en rapport avec une de leurs quêtes, donc Ketra et Ravi. Ils vont pas faire les 2, j'aurais cru, mais non. Et donc la gladiatrice s'inscrit au concours du plus gros mangeur de loukoum, du coup. Il faut en manger 5 kilos. Et Fib leur demande comment ils vont faire ça. Et ils pensent à des solutions créatives. Dont à un moment, ils parlent même de téléporter le loukoum avec la pierre. Enfin, voilà, c'est très créatif. Donc, je vais pas vous expliquer les règles ici parce qu'elles m'embrouillent. Parce que même eux, ils y passent du temps. Ouais, on commence tous à 85, mais si. Enfin, bref, non, j'arrête. Elles m'embrouillent. Et ils finissent par tailler le loukoum en forme de tube pour qu'elle puisse l'avaler sans s'étouffer. Malgré ça, elle galère, mais l'autre concurrent, lui, il s'étouffe. Et elle a la joie de gagner la marmite divine, qui est en plus dorée. Et en bonus, elle pèse désormais 5 kilos de plus. Et parmi les solutions créatives dont tu parlais, il y en a un qui se résume tout simplement à se débarrasser de leurs concurrents. Et Atlan exclame, ça fait cher payer de tuer un homme pour récupérer une marmite tout de même. Hein. Mais c'était sans compter sur l'amour du loot de Keitra. Ah, ça c'est sûr. Et bravo à Niklas pour son inventivité, qui est couplé à un superbe jeu de dés. Et Fibre récompense même en disant, franchement, nouvelle technique. Il parle même qu'il devrait breveter la solution, je sais pas quoi. Et on se croirait dans le monde du speedrun, en fait, où il y a une nouvelle technique qui peut complètement révolutionner le milieu. Et aussi, bravo à lui quand même pour la réflexion logique, parce qu'effectivement, les règles, elles sont un peu compliquées à appréhender, et puis c'est le seul qui arrive à... Parce que surtout en live, c'est un peu plus difficile, je pense. Et il arrive à... Parce que moi, en même temps, j'étais en mode, non, il a raison, il faut... ça sert à rien de mettre plus bas. En termes de mathématiques, c'était ce qu'il fallait faire. Et heureusement, parce que le jet de dés, il tombe pile sur le résultat 85, je crois. Ouais. Bravo. Oh, et puis j'adore le nom du loukoum géant. Le pâtissier, il a nommé le loukoum El Gordo. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Et j'ai même été vérifier si c'était pas une ref à quelque chose, parce que chaque fois que j'entends El Gordo, j'ai l'impression que je sais pas, c'est un catcheur pro ou quoi. En fait, non, c'est pas El Gordo. Mais en fait, ça signifie simplement le gros en espagnol, et la révérence s'arrête là. Trop stylé. C'est vrai que moi aussi, j'aime trop ce nom. J'ai bien aimé qu'ils aient de vrais loukoum à déguster. Et ça a peut-être l'air de rien, mais j'ai jamais joué sur une vraie table. Et je suis certaine que c'est le genre de truc, c'est du détail qui rend la partie plus immersive pour les joueurs. Et en plus, c'est
C'est mignon qu'il soit gourmand et je me suis sentie un peu attendrie et ça m'a un peu donné la sensation qu'on était en train d'assister à une soirée pyjama, genre d'adultes. Il y a souvent ça, je trouve, autour de la table de Gore. Ils mangent un peu avec gourmandise, alors qu'ils sont devant des... Benji, tu veux dire? Ouah. Ouais, je l'avais pas du tout. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? De son côté, Clodomir fait un rêve. Clodomir fait un rêve. Ah. Dans ce rêve, Clodomir est un oiseau. Il vole au-dessus de la ville d'Aqaba. Il remonte le fleuve Ousfan qui brille sous le soleil et il arrive dans un petit village verdoyant. Sur les rives de la rivière, un petit village qui est sur les rives de la rivière, qui est circulaire le village, et au milieu du village il y a un puits. Il plonge dans le puits, c'est un oiseau, hein, et tout au fond il n'y a pas d'eau, mais il y a une plante qui porte un fruit en or. Tu veux prendre le fruit, mais au moment où tu t'en approches, tu entends les mots « Qui, Clodomir ? Et pourquoi ?» Tu sais qu'avec ces réponses, tu pourras cueillir le fruit d'or, et tu te réveilles. Alors, on parle de plus en plus dans cette émission des quêtes qu'on aime bien et de celles qu'on aime un peu moins. Et bien, permettez-moi de vous dire que moi, j'adore cette quête-là. Elle est bien mystérieuse avec ce qui et pourquoi qui est hyper marquant, je trouve. Et l'énigme qui en découle, elle est super chouette à jouer en one-shot. J'en reparlerai quand on y arrivera. Et puis, ça mène à une nouvelle quête perso pour Clodomir qui manquait un petit peu de compas personnel. Et bref, je trouve tout ça très réjouissant. Et j'avoue que je pigeais pas du tout le ref au beurre. Là, ils arrêtaient pas de parler de beurre. Mais en fait, Fruit d'Or, c'est une marque de margarine végétale française qui n'existe pas du tout chez nous. Et donc, je comprends enfin cette ref. Et voilà, OMB sert aussi à ça. Moi, je rajouterais juste, je sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça très satisfaisant. Au moment où il raconte ça, il y a une sorte, je sais pas si c'est le sound design qui fait exprès, mais il y a la musique qui change pile au moment où il se passe, le fruit d'or arrive. Je sais pas, à chaque fois que je réécoute ça, je me dis, waouh, c'est marquant, ça fonctionne trop bien. C'est vraiment très joli. Je sais vraiment pas si c'est un hasard, mais en tout cas, c'est parfait, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, il y a un changement d'ambiance assez fort. Ouais, c'est ça. Les autres se dirigent vers le palais du sultan. Vous arrivez devant le palais du sultan, des dalles de marbre lissées propres reflétant les nuages du ciel, des palmiers symétriques, des statues de sphinx et de dragons se dressent devant une immense construction ocre d'ambre et d'or, au minaret bleu. Il y a 1000 portes au palais du sultan. C'est beaucoup. Et de loin, vous voyez de grands jardins inaccessibles, des jeunes gens qui lisent, écrivent, jouent de la musique ou s'amusent. J'aime beaucoup. 2 portes sont ouvertes aux manants dans votre genre. L'une avec une queue immense de personnes qui viennent demander l'aumône au sultan et le sultan donne l'aumône à qui il voudra. Une autre, flanquée de 6 gardes avec des lances pour les entrées un peu plus officielles. Bon, bien sûr, ils vont pas faire la queue avec les manants, hein. Ils essayent d'entrer par l'autre porte, mais ils apprennent que leur boîte a besoin d'être authentifiée par le grand astrologue du sultan, qui est malheureusement absent. Les choses sont mal faites quand même. Et il est censé être au temple de la sagesse. Du coup, ils y repartent. Comme ça, ils peuvent en même temps y retrouver Clodomir. Et là-bas, ils apprennent que le grand astrologue n'est pas là non plus, puisqu'il est en plein pèlerinage du dieu de la sagesse. Alors, le pèlerinage du dieu de la sagesse, il y a 5 étapes. Donc d'abord, il faut faire un pain soi-même au temple du dieu du pain. Puis, il faut donner ce pain à la personne la plus pauvre qu'on connaît. En échange, cette personne doit vous raconter une histoire. Et ensuite, il faut écrire cette histoire, la donner à la grande bibliothèque. Et enfin, aller regarder le soleil se lever à l'hôtel du dieu du vent sur la colline. Donc là, ils font, comme d'habitude, beaucoup de discussions sur l'étape où pourrait se trouver le grand astrologue, et ils décident de repasser par le four sacré, où ils apprennent qu'il est passé la veille au soir pour faire du pain, avant de partir vers le quartier de la nuit pour trouver une personne pauvre. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils se disent et tu sais, ils se demandent comme par hasard, il est passé la veille, le four fonctionne plus. Ouais. Je trouve que la théorie est intéressante. Je comprends la réflexion et je trouve que tu te demandes s'il n'y a pas une petite enquête à faire. Ouais. J'imagine que c'est voulu, mais... Après, on est d'accord que la logique te pousserait à faire le chemin inverse, ou c'est que moi? D'accord. Oui, un peu. Bah, je sais pas, ils suivent. Sinon, et puis... tu passes mais ton temps à t'as poursuivre la raison. personne plutôt que d'aller à sa rencontre. Ouais, ouais, mais t'es plus intelligente que nous. Ah ouais. je pense.
Ouais, parce que moi j'aurais fait comme. Ouais, je Ah pense aussi, ouais, ouais. mais je sais pas, moi, Bêtement, ça m'a j'aurais- toujours ouais. marqué ce passage de la quête. Je suis là, mais les gars, si vous allez. Bref, bon, ça se trouve, je me plante. Non, mais mais- t'as raison. Hein. T'as raison. Ils accostent un mendiant et lui disent la phrase qu'ils ont appris en arrivant au port. Donc souvenez-vous, le mec qui leur a demandé une petite pièce, une grande pièce, etc. Qui leur avait appris une phrase pour avoir les portes de la guilde des mendiants qui s'ouvrent à eux. Et en fait, ils viennent, quand ils disent la phrase, le mec leur dit qu'ils viennent d'insulter sa mère. Voilà. Ça ne sert à rien. Évidemment. Pas les mamans. Ils partent ensuite vers le Palais des Plaisirs, donc pour joindre l'utile à l'agréable, à savoir se reposer et se renseigner sur le propriétaire qui détient un morceau de la carte menant au sceptre. Et je peux pas m'empêcher de vous partager la petite punchline d'Atlan. Ça s'était appelé le palais de la réflexion transcendantale, on y serait allé, tu penses ou Moi aussi, je l'avais écrit en grand dans mes notes. Je l'avais souligné 3 fois. J'adore cette punch. Elle est folle. Ouais, c'est là. Même Fibre se marre. Donc le Palais des Plaisirs offre tous les divertissements que l'on peut imaginer. Plus on monte dans les étages, plus ça devient cher, mais meilleurs sont les plaisirs. Le maître des lieux est toujours au dernier étage, et alors qu'ils observent les lieux, et qu'ils se demandent comment ils vont procéder, Fripouille se fait enlever par des chats de la cité. Kétra et Atlan accourent pour le sauver, pendant que Nicolas rentre au Palais des Plaisirs, et que Clodomir, vexé que personne ne veuille de lui, se dirige vers la colline du dieu du vent. Le pauvre Clodomir, quoi. Ils sont horribles avec lui. Ils sont genre, Kétra, elle est horrible avec lui. Je sais plus, il y a le truc comme quoi. Ah, bah, ça y est, t'as plus de carte. Kétra, elle te regarde même plus, quoi. Mais j'avoue que ça crée une dynamique qui est assez cool quand même au final parce qu'il est super ronchon et tout. Et puis, comme je disais, du coup, ça va les forcer à découvrir la ville un peu de leur côté. Et on dirait vraiment des potes qui se racontent après quand ils se retrouvent et tout, comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, non, mais ils sont vraiment affreux, quoi. J'étais pas hyper convaincue qu'ils se séparent au début. Genre, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça a super bien marché. Je trouve que Fibre, il jongle vraiment bien entre les différents groupes. Et j'ai eu l'impression que ça leur laissait le temps de réfléchir aussi et qu'ils coupaient leur passage vraiment au bon moment. Je pense à l'âme, notamment. Je me rappelle plus pourquoi j'ai dit l'âme, mais je crois que il faisait des trucs qui, moi, j'aurais pas pu réagir tout de suite. Il fallait que je réfléchisse et du coup, je me suis un peu mise à sa place. Et j'ai trouvé que la balade de Clodomir, elle est super chill et reposante. Genre vraiment, la balade de Clodomir, quoi. Et j'ai juste apprécié, tout On dirait une simplement. chanson de geste. Ouais, c'est vraiment ça, ils se baladent. Ouais. Mais tu sais, ils se baladent tranquille dans Alringis. Là. Il se perd dans la ville. Mais en fait, c'est ça que j'aime. C'est comme il est tout seul, je pense qu'il se perd un peu dans le truc. Il se laisse un peu porter. Mais je suis d'accord Manipulé, que. ouais. Et puis aussi. Oui, Ouais, manipulé. oui, bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais après, c'est ça. Non, mais c'est parce que. Je dis ça dans le sens où le fait de se perdre, elle peut être matérialisée dans le jeu de rôle par être guidée Bien par sûr, le MJ ouais. finalement, tu vois. C'est là-dessus que je veux Ouais. dire ça. Mais en fait, aussi, ce que je trouve cool par les enchaînements de groupe à groupe, c'est que tu as une sorte de. Pas de tension, mais tu vois, par exemple, tu passes de Nicolas qui progresse au sein des étages même du Palais des Plaisirs. Et même après, on en parlera après, mais avec Badainta, etc. Et entre deux, tu vois, ça crée des moments de suspense où en fait, on sait pas ce qui va se passer et hop, on passe à un autre endroit. Moi, c'est ça que j'aime dans les switches entre les groupes, c'est que ça crée ouais, tu te dis ah mince, j'ai envie de savoir, tu vois. Et voilà, c'est là-dessus que c'est sur ces points-là que j'adore. J'aime bien que tu aies dit se laisser guider par le MJ. Genre, j'ai trop eu une vision de Fibre qui prend par la main comme ça, qui t'emmène un peu. Genre, j'ai trop aimé. Eh ben, c'est très bien, tout le monde adore, mais comme moi, pour le résumer, c'est franchement pas top. Ben, moi, je vous ai tout résumé chaque quête par quête, parce que sinon, je m'en sortais pas. Donc, on suit d'abord l'alchimiste dans son paradis personnel. À ce moment-là, il y a Nicolas, quand il est devant le Palais des Plaisirs, donc, qui dit qu'il est accueilli par le sosie de Jotun. Et je m'étais toujours demandé si c'était vraiment Jotun. Et donc, j'ai vérifié dans le livre. Alors, pour info,
Fun fact, le numéro de la page du Palais des Plaisirs, c'est la page 69. Voilà. Nice. Petit clin d'œil, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu drôle. Et bref, tout ça, finalement, pour rien, parce que c'est vraiment pas de Jotun. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai regardé, et en fait, c'est un sondage du chat qu'il est supposé rencontrer Jotun. Mais au final, il rencontre pas Jotun, c'est pas lui, c'est un sosie. Pas très clair, cette histoire. Et moi, je me demandais s'il y avait une raison pour laquelle ils sont sosies, genre, c'est juste comme ça. Trop bizarre que ce soit précisé, mais qu'il n'y ait pas de chute. Non, bah, il voulait juste intégrer, comme tu disais, Flavien, le résultat du vote du public. Et voilà, c'est juste un énième clin d'œil au sub le plus rentable de l'histoire de Game of Thrones. Niklas n'hésite pas une seconde à laisser ses vêtements dans un casier et à ne se vêtir que d'une serviette, accrochant la clé de son casier à son piercing de téton. Ouais, j'aime trop que tu mentionnes ça. Parce que j'aime tellement le fait que l'âme ait enfin un nouveau terrain de jeu pour que Niklas puisse être juste Niklas dans toute sa splendeur. Il est heureux comme tout de pouvoir être nu, de pouvoir faire mention de son piercing. Chaque fois dans cette aventure qu'il va faire mention de ce piercing au téton, il va être comme un enfant et c'est hyper agréable à voir. Et puis bon, il va y aller avec ses petites allusions et tout. Et Atlan d'ailleurs, lorsqu'il décide d'envoyer Niklas pour cette mission, il va dire il nous faut quelqu'un qui a l'habitude de la sueur et des serviettes qui glissent. Et j'adore cette réplique, c'est vraiment l'essence même de Niklas. Ah franchement, je suis trop contente pour l'âme. Bien sûr, il paye le prix le plus cher et ça lui ouvre l'accès au quartier d'or. Mais en passant dans les étages, il repère une petite fille qui possède les yeux dorés de Kniga. Elle dit s'appeler Serarien, mais elle ne se souvient pas de Kniga, ou en tout cas elle n'a pas l'air de connaître. Et Niklas rate ici un jet de perception, qui aurait peut-être pu changer la suite de son aventure du moment, mais on verra ça plus tard. Et après quelques questions et un dilemme moral... Je cite Niklas. Là, il y a une once de truc en moi qui s'appelle la morale que j'avais jamais ressentie avant et qui commence à me titiller le téton. Mais il n'ira pas plus loin dans sa réflexion. Effectivement, puisqu'il décide de prioriser son enquête. Tu montes un escalier immense jusqu'à une sorte de bulbe doré. Et au-delà d'une porte finement ouvragée de 4 gardes armés, je précise, une pièce de grands coussins, des immenses coussins, des fontaines et des créatures splendides. Des volutes de substances hallucinogènes. De la musique douce. Sur un trône confortable, tu vois le maître des lieux, il s'appelle Bahada Badainta, un homme couvert de cicatrices, qui se fait lire des poèmes sur la mer par 4 servantes, toutes magnifiques. Elles sont avec lui. Très bien. Et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures de rêve qui sont présentes et qui peuvent te servir. Moi, j'adore sinon ce moment où Niklas fait tomber sa serviette. Parce qu'il est vraiment genre, bon, là, je fais tomber ma serviette, Niklas, dans toute sa splendeur, comme tu disais. Et juste après, il change d'habit, il se retourne, il retourne en arrière, il la ramasse. Juste visualiser ça, ça me tue. J'adore comment l'âme le joue, quoi. Et là, je fais tomber la serviette. Il est tellement heureux. J'aime trop aussi, j'adore. Oui. Et puis, en vrai, sacré move de la part de l'âme de se souvenir qu'il a un tatouage de pirate sur les fesses. Je pense que même Fibre s'en serait pas souvenu. Et il pense au fait que Badainta est un pirate et tout. Enfin, bien joué, GG à lui. Et il est donc accueilli par ce Badainta qui lui présente les différents plaisirs du quartier d'or. Sans oublier les 4 servantes qui sont toujours, et j'espère que vous sentez le caps lock sur toujours, à côté de lui. Et donc avant de choisir son activité, il observe le maître des lieux. Il n'a rien d'autre sur lui que ses vêtements. Et il décide de s'approcher et finit par pratiquer un massage sur le pirate pour essayer de trouver un tatouage, mais ça donne rien. En tout cas sur le haut du corps. Il apprend tout de même que Badainta pratique tous les matins le rite du Sichamtsi. Encore un mot facile à prononcer. Clair. Le massage continue, maintenant sur le bas du corps. Badainta est complètement nu et Niklas l'examine sous toutes les coutures. Et là... À ce moment-là, donc je me oins les mains, dont ma grosse main, d'huile. Oui. Je la frotte bien pour que l'huile soit chaude sur ma grosse main. Et je lui dis, d'une main, je vais vous masser une jambe en entier à chaque fois, avec cette personne. Alors, il se passe 2 choses. Premièrement, tu remarques qu'il n'y a pas de tatouage. Okay. Deuxièmement, souviens-toi ce que t'as dit
La sorcière qui t'a greffé la main, elle t'a dit que parfois, le porteur de la main aura des réflexes. Or, il se trouve que le corbeau noir est un ancien ami de Badainta et il lui écrase les parties génitales comme ça. C'est vraiment un des moments incroyables de Game of Thrones. Et Fibre, il fait du Fibre, il crée une scène tellement drôle. En plus de lui-même, c'est l'âme qui dit qu'il utilise sa grosse main, quoi. C'est même pas Fibre qui lui je me suis dit, demandé Ouais. s'il n'avait pas autant insisté sur sa grosse main, est-ce que ça aurait fait tilt à Fibre sur Peut-être, ouais. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. Bah, après, je comprends, il est un peu... il veut jouer sur sa grosse main, puisqu'il adore sa grosse main, donc il se dit, ça va être parfait. Ça va être adore parfait, sa mais grosse sauf que Fibre, en fait... Mais moi, je pense quand même que Fibre, il s'attend à ça. Hein. Il s'attend. Il lui dit, ah ouais, tu utilises ta grosse main, bah mon gars, tu vas voir. Et du coup, ce moment où il commence à le masser, qu'il trouve rien, et que l'âme, il a un regard qui s'illumine et qui s'illumine de bonheur quand Phil lui dit qu'il n'est pas tatoué au haut du corps et qu'il lui dit il va falloir aller en bas. Mais c'est tellement drôle. Et vraiment, le moment où il écrase tout, qui se fait jeter dehors, enfin, c'est tellement génial. Il va falloir aller en bas. Avec la joie au corps. Ah, c'est incroyable. Oui. Vraiment. Donc bien sûr, il se fait expulser du palais sans récupérer ses affaires et il est banni à vie. Dans ce passage, j'ai tout aimé. Genre tout. Et ça m'a grave rappelé comment nous on a joué ça. Et je me suis dit que le massage c'était définitivement une technique d'approche et de fouille au corps qui était genre valide. Et je trouve ça trop bien juste. C'est quand même drôle parce que Fibre, il passe son temps à dire quand même Nicolas, vous Oui, n'êtes pas venu pour ouais. moi. Il y a d'autres gens. Il joue trop bien, Badainta. Ouais. Un peu séducteur, Vraiment. mais en même temps détaché comme ça. J'ai du mal à me l'imaginer, Badainta, et c'est pas un des personnages les plus marquants de cette campagne, je trouve, mais vraiment, Fibre, il fait du bon boulot sur cette séquence. Du côté de Fripouille maintenant, ils arrivent dans un endroit d'abord plein de mendiants qui tentent de les arrêter, mais Atlan jette une pièce, ce qui crée une petite émeute et ils peuvent continuer leur chemin. Ensuite, ils passent par un quartier malfamé où les chats rentrent dans une maison en forme de tour. Avant de pouvoir les suivre, ils sont attaqués par des bandits. Heureusement, Ketra se fait connaître comme membre de la guilde des poissonniers, et il les laisse tranquilles. Ils se retrouvent sur une place vide. Sur un côté, un dôme abandonné porte l'inscription Irem, et la tour des chats est barricadée. Ils tentent de trouver une issue facile sans succès. Heureusement, Ketra escalade facilement et fait tomber une échelle pour Atlan. Et ça c'est un gameplay de jeu vidéo. J'ai l'impression de regarder un let's play, genre. C'est ça, c'est The Last of Us. Donc la maison est richement meublée, elle est sombre et inoccupée. Atlan nous ressort sa mousse phosphorescente il y a longtemps maintenant, et ils explorent les lieux. Au sommet, ils trouvent un petit cercueil qu'il finit par ouvrir. Pendant une seconde, il voit un chat momifié, mais sa mousse s'éteint et c'est le noir complet. Ouf. Je trouve que c'est un maître du suspense, Fibre, à ce moment-là. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve pas que cette séquence est hyper intéressante. Tout le passage avec les chats, là. Absolument pas. Par rapport clair. au reste qui a plein d'enjeux et tout, on s'intéresse pas trop. Et je crois que lui-même le sent. Il se dit, c'est pas ouf ce qui se passe. Et du coup, il va créer quand même un petit enjeu de cette lumière qui s'éteint. Et la scène juste après qui fait très thriller, justement. Et ouais, de nouveau, le maître. D'ailleurs, on remarque bien que ça ne nous a pas intéressé parce que vous m'avez entendu dérouler le résumé depuis tout à l'heure, personne ne parle. Ouais, il y a des passages comme ça où on a moins de choses à dire et ça veut dire beaucoup de choses, justement. Ouais, moi j'ai bien aimé ce passage. Je sais pas pourquoi. Mais il y a un petit côté les oiseaux À mort, avec le c'est rassemblement vrai. des chats, genre. Ouais. Du coup, il fait noir, le corbeau de Ketra ne voit rien. Je parle du corbeau parce que DJ Cactus est là, bien sûr. Fripouille ne répond pas. Et Atlan décide donc de fabriquer une torche. Quand la lumière s'allume, ils sont entourés d'une centaine de chats, avec Fripouille au milieu. Le noble attrape son chat et il s'enfuit, sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Un peu comme nous, en fait. Même Aucun la résolution, il l'attrape et ils s'en vont. Voilà. Cool. Mais voilà. Mais là, je suis restée sur ma faim. Parce que j'avais juste trop envie de savoir,
Genre tout quoi. Pourquoi Fripouille? Pourquoi il y a un, comment dire, un peuple de chats là qui se rassemble avec autour d'une momie et tout. Je veux savoir moi c'est quoi l'ordre des félins là, pourquoi ils s'en prennent à Fripouille. Enfin je suis un peu, ouais, j'avais un sentiment un peu de creux. Ouais, mais tu vois, c'était le truc de Fripouille, c'était un vote du chat. Maintenant, je m'en souviens, j'en suis sûr. Et j'ai l'impression qu'il, je sais pas s'il s'attendait pas à ce que les gens veuillent voir ça ou quoi, mais il a rien à faire avec, quoi. Enfin, Bah, en moi, fait, j'ai regardé, moi, justement, dans le JDR papier, parce que, justement, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. En plus, ça se finit pas. Enfin, donc, c'est pour ça que je voulais regarder et en parler vaguement. Mais, et en fait, je m'attendais pas à ça. Mais en gros, le cercueil, il contient bien une momie d'un chat. Parce qu'il dit ça, là, il y a un chat momifié dedans. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le dieu chat d'Aqaba. Donc, déjà, première nouvelle. Et ensuite, un jet sous la connaissance des secrets. Mais bon, Clodomir n'est pas là, donc ils n'auraient pas réussi. Ça aurait révélé la légende, en fait. Donc, c'est un chat qui prélève une goutte de sang de chaque chat afin de transmettre sa protection et sa bénédiction. Et le secret, c'est que c'est également comme ça que le dieu chat survit, mais malheureusement, avec le temps et la consanguinité des chats, eh ben, ça met en péril sa vie. Donc, il aurait lancé un appel aux chats sacrés de l'autre côté de la mer de la morsure pour qu'ils viennent le rejoindre. Donc, Fripouille aurait entendu cet appel. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi qu'il est allé sauver les esclaves d'Aqaba à Aria parce qu'il aurait entendu le chat? Peut-être, je sais pas trop, c'est pas très clair. Et ensuite, Fripouille, il est à la fois, donc il est écrit dans le JDR papier qu'il est supposé être à la fois prostré entre sa servilité et la frayeur. Et donc théoriquement, il attendrait d'Atlan qu'il l'aide à réaliser le rituel. Mais alors, déjà, comment tu veux réussir à trouver ça? Surtout s'il n'y a pas le... Et en plus, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est tellement pas Aria, en fait. Oui, c'est une autre ambiance, c'est vrai. Ça ressemble pas trop. Ouais. Mais je me rappelle, j'avais lu aussi cette quête à l'époque, enfin la première fois que j'ai lu le bouquin, et je m'étais dit, wow, mais déjà, dans quel monde ils arrivent à piger tout ce truc avec juste un chat momifié? Ouais, c'est ça. Impossible, quoi. Et puis en effet, ouais, ça dénote un petit peu du reste de l'univers. Ouais, ce qui fait que la quête sera jamais résolue, abandonnée, et puis voilà. Mais donc normalement, s'il réussit le rituel, après ça, en fait, tous les chats deviennent gentils. Parce que là, ils sont supposés être un peu méfiants, agressifs. En plus, il parle dans le bouquin qu'il y a à peu près peut-être des milliers de chats, carrément, quoi, qui les regardent. Et ensuite, une fois que tu as réalisé le rituel, tu as une sorte de bénédiction avec les chats. Et en fait, ils peuvent réaliser des choses pour toi. Enfin, des trucs comme ça. Mais bref, voilà. Wow. Ouais, merci. Merci. Avec plaisir. En vrai, je suis un peu déçue du coup. Enfin, soit il aurait fallu que ce soit vraiment plus, soit il aurait fallu que ce soit moins. Ouais. Du coup, on repasse du côté de Clodomir. Et là, bizarrement, mon résumé est beaucoup plus entrecoupé, vous allez voir. Oui. Lui, il trouve pas le chemin de la colline et se retrouve au grand bazar. Comme par hasard, Fibre a conduit Clodomir seul au bazar des merveilles. Plutôt, Fibre a conduit Daz dans un endroit où il faut acheter des trucs et négocier. Ouais, mais il n'y a pas de thunes. Et depuis le début de l'épisode, il force avec son bazar des merveilles Fibre et il regarde bien Daz en disant il y a un bazar avec des merveilles dedans dès la première séquence. Enfin voilà, il insiste sur son bazar et tout le monde s'en fout. Ils veulent absolument faire plein d'autres trucs. Et donc ouais, il va vraiment profiter que Daz se perde pour l'y mener et ça donne évidemment une séquence cultissime de Game of Thrones. Dans le Alringis, justement, il y a quand même des petites dingueries. Hein. Et c'est pour ça que tu sens que Fibre veut quand même les amener. Et d'ailleurs, il va réussir tous ses jets de perception pour y arriver. Et c'était pas si évident que ça de trouver les merveilles, justement. Effectivement, du coup, Clodomir renomme tout de suite le bazar Alringis. Il repère un cochon qui coûte extrêmement cher. Mais le marchand affirme qu'il est extrêmement intelligent. Je crois que je me souviens de ce cochon. Et genre, dans notre campagne, je l'aimais pas. Bah voilà.
En fait, il faudrait que je fasse... Parce que je suis partie du principe, que tout le monde aime Vladimir, parce que tout le monde cite toujours Vladimir, et j'étais là à l'épisode final en live, et à la toute fin, ils peuvent ressusciter des gens. Et ah ouais, là, je spoil de ouf, mais tout le monde a gueulé Vladimir et tout. Ah genre, c'était vraiment le PNJ adoré de la foule. Spoil. Ouais, Gros j'abuse. spoil, hein. Ouais. Bref. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je précise que Fibre, il dit que le cochon est en vente avec son porte-bébé cochon en cuir de porc. Et Fibre le dit avec énormément de sadisme. Il est hyper fier de sa vanne. Ouais. Clodomir pose une question au cochon. Et à sa grande surprise, le cochon lui répond. Il dit s'appeler Vladimir. On en parle depuis tout à l'heure, c'est pas une surprise. Et il a l'air encore plus intelligent que le marchand le disait. Il tente de négocier le prix. Ça descend un peu. Et il lui promet de revenir le chercher. Et il se quitte sur un proverbe, bien sûr. Oh mon Dieu. Il est incroyable, votre cochon. Franchement, il y a des phrases comme ça il y a plein de moments que tu vas adorer et tout, mais il y a des phrases dans Game of Thrones qui vont vraiment te rester. Et je sais pas pourquoi, mais avec cette intonation, la manière dont Daz le dit, c'est une de mes phrases préf de tout Gore. Mais il est incroyable, votre cochon. Et c'est devenu, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Maintenant, chaque fois que j'entends le mot cochon ou qu'on parle de, bref, c'est pas un mot qu'on utilise non plus tous les jours, mais chaque fois que j'entends le mot cochon, je fais mais il est incroyable, votre cochon. Voilà, j'adore cette rencontre entre Daz et Vladimir. Il repère ensuite une veste en écaille de dragon qui aurait soi-disant appartenu à l'empereur Damasia. Et là, il tente de la négocier. Et encore une fois, pas à la Clodomir, mais à la Daz. Est-ce que vous connaissez Sylpharion, Oui. un seigneur lointain qui s'appelle Al-Youtube? Al-Youtube? Ouais. Pas du tout. Vous ne connaissez pas? Non. Ok. Ce seigneur permet en fait à des ménestrels de se produire devant lui. Ce que je propose, c'est que j'y aille moi, parce que je suis un ménestrel, Oui. avec votre veste. Et évidemment, je ferai la réclame Alors, pour vous. Donc en fait, c'est comme si quelque fais part... mentir, convaincre, Ouais, et il t'a un malus de 30. j'invente le sponsoring là quand même. Hein. Il vient d'où? Il y a le YouTube déjà? Malheureusement. Bientôt à YouTube déjà. Oh, c'est tellement drôle. Ah ouais, le fait que Mais oui. c'est pas l'âme moi. n'ait pas la rêve tout de suite. Mais oui, Non, c'est délicieux. viens d'où à YouTube? Waouh. C'est Pipou, non? Ah oui, Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça. Il essaye de rattraper ce qu'il a loupé, genre, alors que... Bon, en tout cas, la négo, elle marche pas. Donc plutôt Aircap, tu dis que vraiment Fibre va pousser Daz au bazar des merveilles. Et vous avez pas l'impression qu'avec cette histoire de Al YouTube, on assiste à la naissance d'Archibald en fait? Parce Ah, grave, que ouais. c'est tellement à partir de ce moment-là que Fibre il se dit là je tiens le filon qui va faire que Daz va être heureux en tant que joueur. Donc pour te donner du contexte, Céladon, Archibald, c'est le personnage que va jouer Daz dans la campagne suivante. Et c'est un marchand qui doit négocier des startups nulles en fait. Et c'est exactement ce qu'il propose là avec son Al YouTube. Et je trouve ça un peu émouvant a posteriori de voir un petit peu la genèse de ce personnage et de cet archétype qui est parfait pour Daz, quoi. Et puis globalement, le Al plus sub, c'est à crever de rire, ça donne des blazes hyper drôles. Bon, là, il invente carrément le sponsoring. Comme il le dit, c'est vraiment de l'or, cette séquence. Donc le dernier objet du bazar est une poupée magique que Clodomir connaît très bien. C'est une poupée vaudou qui prend le contrôle de celui qui l'achète. Bizarrement, il l'achète. Contre du sperme de baleine. Oui. Je trouvais cette information drôle, donc je l'ai noté. Et la poupée donc se transforme à son image. Et bon, il finit quand même par demander sa direction et par aller à l'hôtel du dieu du vent. Cette poupée, elle me met tellement mal à l'aise.
Jamais j'aurais pris ça, genre in-game ou dans la vraie vie, quoi. Genre, je suis trop mad Coraline, ça me trigger, mais c'est un truc de ouf, quoi. Oh, je te rejoins tellement, je déteste ce genre de truc, ça me fait froid dans le dos et réellement je comprends pas pourquoi Clodomir l'achète, ça n'a aucun sens, mais voilà, Daz c'est un troll jusqu'au bout. Donc pour lui c'était évident. C'est un peu comme, moi ça me fait penser à Nicolas et ses saphirs en début Ouais, d'aventure. c'est vrai. Ouais. Je pense y qu'ils a- s'en foutent, ils trouvent ça drôle. Ouais c'est ça, il n'y a aucune raison de les garder, c'est même une très mauvaise idée, mais let's go quoi. Je m'étais dit qu'il avait sûrement envisagé une strat hyper rapide en mode peut-être je peux la troquer contre un truc random à quelqu'un et que genre ça peut nous permettre de subtiliser la poupée pour tuer la personne, genre dans un. Je sais pas. Et je me suis dit en vrai, s'il avait pensé à ça, c'est smart, mais si on la revoit plus jamais, genre. Spoiler, Ouais. on Ouais. la voit plus Ok. jamais. Non. Pourtant, Fibre aurait pu s'amuser avec ça. Ouais. Il y a un site où on peut acheter des poupées Oh là qui nous là. ressemblent. Oh Ouais, l'angoisse. genre, L'angoisse. c'est horrible. Dans quel coin d'internet as-tu encore été traîné, Ouais. c'est là ton. C'est Je clair. ne vous le dirai pas. C'était Facebook. Ah, Ça date. ceci explique cela. Ils se retrouvent donc tous à la colline du dieu du vent. Au sommet de la colline solitaire, donc c'est la colline qui est le plus à l'ouest de la ville, et au-delà, c'est le désert. Vraiment, les dunes, tout ça. Donc il y a une maison au mur totalement rond, comme une case africaine, on va dire. Elle est ouverte sur un côté. Le vent s'y engouffre, et ça agite plein de petites clochettes que les pèlerins accrochent tout le temps. Donc là, bah, ils se mettent un peu tous au courant de leurs petites aventures. Sauf Nicolas qui entre pas vraiment dans les détails. Bah, c'est la dernière fois parce qu'il. Mais bon, j'adore encore ce moment. En plus, ils sont vraiment très RP sans être trop lourds. Donc, quand ils se retrouvent, ils disent ah, et toi, Clodomir, t'as fait quoi? Puis t'as Atlan qui pose des questions, notamment avec l'argent que ça coûte. Tu sais. Et puis en plus, c'est drôle parce ils ont entendu parler de Vladimir. Ils ont l'air tous de vouloir qu'il parle de Vladimir. Et ils lui disent genre et sinon, t'as vu quoi d'autre? Et bref, c'est cool parce que ça leur permet de faire un peu un point sur leur quête et discuter ensemble de tout ça. Je trouve ça cool. J'avais pas du tout été sensible à cet aspect de cet épisode. J'avais même été pas. Enfin, c'était pas une partie que j'appréciais, mais je vois vraiment ton point de vue. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est vrai que cette scène, elle est sympa. Le grand astrologue n'est pas là. Et Fibre leur rappelle qu'ils ne savent même pas à quoi il ressemble. Par contre, un des prêtres affirme qu'il n'est pas passé par ici. Ils achètent une clochette en faisant le vœu que le vent les guide vers lui, et une brise les ramène vers le temple du dieu du pain, puis vers l'arène où Ketra a combattu de nombreuses fois. Mais avant ça, ils repartent au bazar, car Nicolas voudrait s'acheter des vêtements. On rappelle qu'il se balade en serviette depuis tout à l'heure, vu qu'il n'a pas récupéré ses affaires. Mais en tout premier, il négocie pour Vladimir qu'ils finissent par acheter 14 pièces d'or. Vous ne m'achèterez pas pour groin. Mais il est génial ce cochon. Franchement, le dialogue Daz-Vladimir, c'est vraiment incroyable. Et il y a plein de jeux de mots avec porc qui sont tous plus hilarants les uns que les autres. Alors c'est vrai que moi, je suis très friande de ce genre de jeu de mots. Laissez n'importe quoi. Et sans les frais de port. Mais tu vois, tu te disais que t'aimes pas Vladimir, mais je pense que c'est là où les gens aiment Vladimir en fait. Moi, Mais c'est j'avoue que un Vladimir. épisode, quoi, je trouve. Ouais, mais non, parce que en fait, il a un côté Vladimir qui est assez marrant, qui est, il est très, tu sais, il est très un peu strict, un peu froid, un peu droit. Il est un peu distant, et il est très pince sans rire. Il fait des blagues un peu. Enfin, c'est Fibre qui l'interprète comme ça, et je pense que. Et puis dans le futur, bon, on verra, mais il se passe des trucs, et puis il fait genre ah bon, non, c'est pas moi. Enfin, je sais pas, il y a un côté qui est assez agréable En fait, quand même dans Vladimir là-dessus. Ce côté, ouais, on spoil beaucoup là, mais ce côté machiavélique Pas trop. me casse les pieds, quoi. Parce que Ouais, bah ouais, je suis justement, d'accord. au début, il est, on en reparlera le moment venu parce que c'est légitime qu'il ait évolué comme ça. Mais Oui. au début, il y a un petit côté adorable, justement pince sans rire.
une véritable Ouais. alchimie qui se crée entre Clodomir et Vladimir. Peut-être le début d'une amitié porcine, tu vois. Et tu te dis, ça va être sympa, il va y avoir des chouettes échanges, quoi. Et ça évolue assez vite dans je vous prends pour des cons et je vous manipule. Ouais. Et toi, en tant qu'auditeur, t'as pas envie de voir les PJ auxquels tu t'associes se faire prendre pour des cons, et c'est pas agréable comme sentiment, je trouve. Mais voilà, on en reparlera le moment venu. Je trouve qu'il a un petit côté poupée malveillante. Genre, tu sais, tu l'achètes sur un marché parce que ça a l'air sympa et mignon, et en fait, après, derrière, C'est Chucky, en fait. le truc. Mais un peu, ouais. Moi, ça m'a un peu fait cet effet-là comme perso. Ouais, c'est assez vrai. Mais c'est marrant parce que du coup, juste pour finir sur le bazar des merveilles, il y a la liste du coup dans le JDR papier, et il a quand même de la chance parce que c'est quand même parce qu'en fait, ce qui restait, il y avait des poupées qui pouvaient commander en gros. Donc là, pas des poupées malveillantes qui ressemblent à Daz ou quoi là, mais des sortes de figurines qui pouvaient donner des ordres pour pouvoir faire des choses. Donc ça pouvait être intéressant. Il y a vraiment la veste de dragon qui est vraiment une veste de dragon. Ça, c'est quand même fou. Parce que, on en reparle après, mais c'est quand même pas rien. Il y a donc Vladimir, il y a du Pulk maudit Kniga, mais ça, on s'en fout. Il y a une carte trésor qu'ils auraient pu trouver. Il y a un savon, genre un savon de qualité. Ok, ça te donne des points en plus de charisme, genre, ok, sur la journée. Il y a la poupée magique, il y a un codex Nox, qui est un codex maudit. Et donc, si tu l'ouvres, tu perds la vue pendant la journée. Ça aurait pu être Gollum. Pas ouf. Ouais. Il y a une plante séchée qui fait pourrir tout ce qu'elle touche qui contient de l'eau. Ok. Et dernier truc, c'est une trompette. Et le vendeur est supposé dire que elle réveille, quand tu souffles dedans, elle réveille tous ceux qui dorment. Ah. Une trompette, quoi. C'est si drôle. Ça, c'est du typique fibre. Après, de toute Ouais. façon, dans ce genre de liste, tu fais tirer tes Oui. joueurs, mais tu fais encore ce que tu Oui. veux. Clairement, je pense que Vladimir, il est tombé dessus parce que voilà. Moi, le nombre c'est de fois où Vladimir. je donne l'illusion que... Bah oui, évidemment. Et puis que je fais encore ce que je veux, bon, voilà. Bah c'est sûr. Ouais. Il me semble que dans le jeu de rôle, la carte est super importante. Ouais. Carte d'Irem. Oui, c'est un truc par Enfin, rapport bref, à on en l'oracle. parlera plus tard. Voilà. Ouais. En tout cas, le port dit à Niklas que son accent lui rappelle son vieux maître. Mais il reste mystérieux là-dessus pour l'instant. Ils arrivent devant la veste et Atlan remet en doute son authenticité. Et du coup, son prix descend de 10 pièces d'or. Il l'achète après l'avoir testé. Et je le rappelle ici, il l'achète pour habiller Niklas. Et voilà, on arrive à l'extrait qui me tue à chaque fois. Parce que 2 minutes après, voilà ce qui se passe. Vous arrivez à l'arène et j'ai besoin de savoir qui porte cette veste, parce que l'arène, il y a des combats par définition. Ah bah tiens. Ah, tu peux la prêter. Allez, file-la-moi là. Écoute, je me balade un petit peu dans le marché et j'achète un drap, mais alors le drap le plus naze du marché. Comment ça Avec deux pièces de cuivre. Voilà, 2 pièces de cuivre. C'est ça mon prix pour toi? C'est ça mon prix pour toi? Laisse-moi, En attendant de trouver mieux. Donc c'est un... Bon, allez, je mets l'argent. le temps de la reine. Mais Ketra, tu vas pas te battre. Mais on Et je sait veux un jamais. petit pantalon couleur. Ah non, alors il t'achète un boubou avec des énormes fraises. Ouais. Imprimé dessus. Voilà. Max. Et t'as aussi un petit chapeau avec. Tu peux. Tu peux J'ai prendre payé. autre chose si tu veux. Je t'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas autre chose. J'ai pris un truc local. Je me suis dit. C'est des fraises de dragon. Non, C'est des fraises. de dragon. Je sais rien. Un truc sacré au moins. Ah, donc là, je dois enlever la veste. On avait acheté une veste pour moi. Attendez. C'est bon, on résume. On est parti pour m'acheter une veste. Oui. Oui, mais tu la Mais prêtes attends, pour la la reine. veste- Je donne à Ketra. Ketra, la meuf, c'est un super marché elle toute seule. Tellement qu'elle a tout. Elle a tout. Moi, j'ai rien. Si, t'as Mais t'es pas la force de un frappe, toi. boubou en fraise. Au moins, t'as la santé. Écoute, je te la redonne Ça se après. porte. Franchement, ça m'explose à chaque fois. La tête de Niklas, son ton quand il dit c'est des fraises de dragon. Au moins un truc sacré. Et Ketra qui lui dit genre je te la rends là. Je te la rends après la reine, t'inquiète.
Ça n'arrivera jamais. Il la portera jamais, cette veste. Vraiment, mais... Ah putain. Voilà, c'est trop bien. C'est vraiment la meilleure origin story pour ce légendaire Boubou Fraise qui va accompagner Nicolas pour la suite de l'aventure. Mais la manière dont ce Boubou Fraise naît, c'est incroyable. Et d'ailleurs, un méga big up, maintenant que j'y pense, à la personne qui avait réalisé des badges, des pins, je ne saurais pas trop dire, pour le final de la saison 3, parce qu'on avait tous reçu un badge Boubou Fraise, et je l'ai toujours, et voilà, c'est trop bien. Vive ce Boubou Fraise et cette situation incroyable où Nicolas se retrouve de nouveau avec rien, quoi. L'intonation de Lydia, elle est... Sa tête. Elle est horrible, l'intonation de Lydia. Elle est... Bon allez, donne-le-moi. File-le-moi. Genre comme si c'était acté, tu vois. Genre elle s'est laissée faire avant, puis là c'est genre bah, vas-y là, c'est bon. Ah, c'est très drôle. Oh mon Dieu. Et donc ils finissent par arriver à l'arène, et Ketra reconnaît la jeune fille qui est en train de perdre, qui va bientôt se faire tuer d'ailleurs, son ancienne disciple, Nelia. C'est que interrompre un combat, c'est interrompre un rite sacré. Donc c'est un choix. Bah oui, je suis bien. t'interromps. Je suis très très confort dans mon double. Alors- Là. Dans mon double, pardon. Ramène ta fraise. Ramène ta fraise. Donc j'interromps et je lui demande de me combattre à sa place. Alors, Ah ouais, Keitra tranquille, quoi. tire ses 2 haches, saute dans la fosse, et on verra ce qui se passera dans 15 jours. Oh non C'est la fin de notre séance. Et donc c'est la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vois rien sur le conducteur, donc je ne suppose que non. Non, bah c'est juste trop drôle quoi. Épisode génial. Eh ben, ne perds pas la main parce que tu vas garder la parole. Parce qu'on va passer à ta carte blanche. Et là, Atla arrive. Oh là, mon brave. Alors toi, tu réagis comment? Je suis intrigué. Vous êtes... Alors aujourd'hui, point d'analyse aussi poussé que la dernière fois. J'aurais pu vous parler de Phoebe qui manipule les PJ avec le fameux mendiant dès leur arrivée, ou même quand il l'amène Daz dans le bazar des merveilles, comme on a dit. Mais bon, j'ai décidé cette fois de parler un peu plus d'Aqaba, cette nouvelle grande ville qu'on va découvrir grâce à de multiples quêtes. Alors un peu de géographie d'abord. La ville fait partie d'un gigantesque sultanat situé tout à l'ouest du monde, après Esperanza. Elle est traversée par un fleuve appelé l'Ousfan, qui prend sa source très loin dans la ville d'Achanul. Vous la connaissez de nom grâce à Keitra d'Achanul. Le fleuve est très calme, les navires circulent lentement et leurs marins cuisent littéralement sous la chaleur torride. Il est entouré par un désert appelé le Rub al-Khali. Ce désert n'est même pas cartographié, personne ne s'y aventure, même s'il existe quelques rares oasis. Il paraît même que ce désert sert à abandonner les prisonniers qui y seraient condamnés à mourir à cause de la chaleur. C'est aussi dans ce coin que se trouverait la cité d'Irem, mais sa localisation est inconnue et mystérieuse. Est-ce que Irem existe vraiment? C'est littéralement la quête de Ketra de la découvrir. Aqaba est donc la capitale de ce sultanat et elle porte un autre nom, Madina Az-Salam, qui signifie la maison de la sagesse. Et en effet, le sultan est un homme d'une 60aine d'années qui a une culture riche, diversifiée et emplie de sagesse. Il règne depuis plus de 40 ans sur Aqaba, malgré les nombreuses tentatives d'assassinat qu'il a su éviter, selon lui grâce à ses astrologues qui le prévinrent à chaque fois. En réalité, le hasard a permis à ces astrologues de grandement gagner en crédibilité auprès du sultan, notamment Torao el-Sayed, qui est devenu son confident et principal conseiller. La bibliothèque du sultan est majestueuse. Elle est un des outils qui lui aura permis de sortir son peuple de la barbarie. Et donc le peuple de Aqaba est très sage. Chaque personnage rencontré est donc ravi, comme on l'a pu voir, de transmettre des proverbes. En voici quelques-uns qui ne seront jamais prononcés par Fibre. Désolé Anna. Ah non, s'ils ne sont pas prononcés par Fibre, tu peux y aller. Ah, ils ne sont pas prononcés par Fibre, c'est ça. Alors, quelques-uns. Qui ment pour toi mentira contre toi. Ou bien ne fais jamais rien dans la colère. Hisserais-tu les voiles dans la tempête? Ou encore, alors celle-là va falloir m'expliquer. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Je pense que je manque sans doute de sagesse. Je sais pas. Si t'as quelque chose à dire à quelqu'un qui est pas forcément sympa, essaye de le dire de manière plus... D'accord. Exactement. Quelle sagesse. Très bien, très bien. Ah. C'est ça, vous êtes bien plus sage que moi.
Mais malgré cette sagesse ancrée dans leur culture, il reste une chose que le sultan n'a pas abolie, c'est l'esclavage. Bouh. En effet, contrairement au royaume d'Aria, cette pratique affreuse est toujours d'actualité. C'est même comme ça que Kétra s'est retrouvée gladiatrice, vendue par ses parents, puis par la suite affranchie par la générale Cassandre. Alors voilà, maintenant on se demande si elle est revenue en Aqaba pour libérer tout le monde. Niklas, pendant sa visite du Palais des Plaisirs, a pu se rendre compte des conséquences atroces de tout ça. Malgré sa morale assez faible, il faut le dire, il est titillé par le fait qu'une enfant se retrouve dans un endroit pareil. Alors mini spoil, le chat choisira dans le prochain épisode le passé de cet enfant, qui diffère de celui du livre, mais chut, je n'en dis pas plus. Alors initialement, il était prévu par Fibre que cet enfant soit appelé Vassilia, en tout cas c'est comme ça dans le JDR papier, et qu'elle soit la nièce du prince Cosmo de Kniga. Et il était en visite avec lui à Alta Bianca pour le mariage du prince Léonide. Donc elle se perdit dans le port et fut repérée par une personne appelée Rushidi El Amin, qui est un vendeur d'esclaves particulièrement cruel. Il était envoyé par Bada Inta afin de lui trouver une esclave de Kniga pour, je cite, amener de la diversité à son palais des plaisirs. Ouais. El Amin a donc saisi l'opportunité de kidnapper l'enfant sans connaître ses origines royales. Le livre décrit des violences plus terribles que l'actual play, notamment le fait qu'on lui aurait arraché la langue en la rendant incapable de révéler son passé. Je rentrerai pas plus dans les détails, mais on voit que Fibre a très à cœur de dénoncer les choses horribles que les humains ont été capables de mettre en place. La dernière fois, c'était de montrer que la piraterie était violente, maintenant c'est l'esclavagisme. Son jeu de rôle n'est pas simplement fait pour passer un moment agréable, léger et drôle, parfois il nous invite à réfléchir, à prendre du recul sur notre histoire. Et c'est quelque chose qu'il a réussi à développer grâce à Game of Roll. Selon lui, le jeu de rôle peut être utilisé dans notre monde contemporain pour se projeter et peut-être favoriser l'empathie ou tout simplement faciliter la compréhension de sujets parfois compliqués à appréhender. La visibilité acquise par cette émission lui a permis de toucher un public encore plus large et de mettre en application cette volonté d'utiliser le jeu de rôle comme un nouveau médium. Par exemple, pour les élections présidentielles de 2022, il a organisé un jeu de rôle appelé Les Deux Tours, qui a été diffusé sur la chaîne Twitch de France Info, où des joueurs et joueuses incarnaient des candidats à l'élection. Ça a permis d'aborder des sujets importants comme l'écologie, la gestion de la pandémie ou encore l'immigration. En parlant d'immigration, il a également très récemment, en avril 2023, fait un JDR en collaboration avec un collectif appelé Pour un débat apaisé sur le thème du droit d'asile. Cette fois, les PJ incarnaient d'un côté un avocat joué par Usul, avec des clients concernés par des demandes de droit d'asile, et de l'autre deux joueuses, dont Lydia, qui devaient jouer des juges et décider des cas de ces personnes. Même si on a une vague idée de la difficulté que peuvent rencontrer ces personnes, avoir une mise en situation comme celle-là, encadrée par des experts du domaine, ça permet, à mon sens, de mieux comprendre et de se projeter. Alors c'est parfois difficile à entendre, mais c'est la réalité de ces gens. Enfin, dernier exemple en date, le 14 mai, sur la chaîne Twitch de Arte, Fibre anime un JDR avec comme thème le rapport du GIEC qui se déroule en 2050 et qui projette une société où les États se sont adaptés et où finalement la vie est belle. Pour revenir à Aqaba, on voit à quel point c'est une ville très riche géopolitiquement et j'ai grand hâte de débriefer avec vous des prochains épisodes. Merci. Merci, Cactus. Merci à vous. Et on va donc maintenant passer aux stats. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. Chers auditeuristes, sachez que j'en suis actuellement à mon 38e jour de rhume, à mon 192e mouchoir usagé, et je ne suis pas un adolescent en manque, à mon 4e pot de Vicks et à mon 2e bidon de Stérimar. Donc voilà, j'ai tout simplement oublié comment respirer il y a bien longtemps de cela maintenant. Mais cela ne m'empêchera pas de vous dire avec émotion que Flavien et moi, nous revenons de quelques jours à Paris et nous nous sommes enfin rencontrés en chair et en plume pour la première fois. Ah, qu'il était bon de te serrer dans mes bras, mon bon DJ Cactus. Tu n'étais pas si piquant que ça après tout. Et nous voilà, rentrés chez nous, chacun, moi à 2 heures de train, toi à 7 heures d'avion. Et nous enregistrons aujourd'hui cet épisode avec 5569 km qui nous séparent, soit un peu moins de 1/7 de la circonférence de la Terre. Et si ça, c'est pas un peu de la magie d'Aria, je ne réponds plus de rien. Waouh, incroyable. Alors, incroyable.
Plein de merveilleuses choses à dire en termes de stats pour cet épisode. Alors déjà, après 2 passages à vide avec la malheureuse expérience Esperanza et ses très peu jets de dés, on remonte doucement la pente avec 27 lancés pour cet épisode. Et je vous épargne une nouvelle fois ma fascination pour le Club des 27. Je vous renvoie à l'épisode 4 de Hola mon brave si ce sujet vous intéresse. En tout cas, l'équipe est de retour et avec panache s'il vous plaît, car il s'agit tout simplement du meilleur épisode de Game of Thrones en termes de réussite. 77% de réussite, on n'avait jamais vu ça. Ouais. Dérive, Lame et Daz réussissent tous les 3 80% de leur jet pendant cette soirée. Et ce qui est fou, je trouve, parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai eu la sensation que Daz s'était fait bolosser par les dés pendant toute la durée de l'émission. Or, Clodomir ne rate que ses 2 premiers jets. Et ensuite, il se met un peu en retrait, limite il boude. Or, après cela, il ne ratera plus un seul jet de dés de toute la soirée. C'est fou. Dérive par contre, on le voit, il est on fire. Non seulement il ne va rater qu'un seul de ses jets, mais en plus il va réaliser un très élégant 39 de moyenne, ce qui est hyper bas comme chiffre pour une moyenne sur un descent. Décidément, on ne le reconnaît plus. Et c'est la gladiatrice, en réalité, qui réalise le moins bon score, avec, excusez-moi du peu, 71% de réussite seulement, et je fais évidemment des guillemets avec mes doigts. Elle arrivera tout de même à faire un 0,1 et un 92 dans la même soirée, et c'est donc elle qui réalise le pire et le meilleur geste que j'aime toujours souligner. Alors la marmite d'or a été lootée dans cet épisode, ce qui fait que Keitra a maintenant l'attirail complet de la parfaite cuisinière, et c'est ainsi que la légende de la gladiatrice multiclassée continue et persiste. À la marmite, vous rajoutez le seau de Madruk, une poupée vaudou, un cochon qui parle et une veste en écaille de dragon d'Amazia, et on peut dire qu'ils finissent cet épisode plus lourd qu'ils ne l'ont commencé. Et je ne parle même pas des 5 kilos supplémentaires dans le ventre de Keitra. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, ne l'oublions pas, car pour la 2e fois de cette aventure, Niklas se retrouve nu comme un ver dans une grande ville. Enfin bon, un boubou fraise et un brevet pour une paille en loukoum plus tard, il n'aura peut-être pas tout perdu dans les rues d'Aqaba, quoique il aura bel et bien perdu un point de vie max et définitif pour avoir martyrisé les gonades de ce bon Badainta. Keitra, quant à elle, elle a aussi perdu un point de vie et hérité d'une nouvelle balafre pour sa collection. Mais bon, disons qu'elle aura récupéré tout le reste. Alors, pas de magie, pas de potion, mais des proverbes. Car oui, qui dit Aqaba dit évidemment proverbe. Et comment ne pas toucher un mot des proverbes, car ils en auront énoncé pas moins de 12 dans cet épisode. Ils auront souhaité 5 fois la paix sur la descendance de l'autre, prononcé 7 fois le mot goudron amer et auront débloqué 5 des 28 proverbes disponibles dans le JDR papier. Mention spéciale pour le « qui mange seul s'étrangle seul », car j'y pense parfois quand je m'étouffe sur une demi-tomate dans mon 38 mètres carrés seul, en me demandant combien de temps il faudra à mes voisins pour réaliser que je suis dead. Voilà. Oh mon Dieu. Il n'y a pas eu de décès pendant cet épisode, il fallait bien que je termine sur une note un petit peu déprimante, sinon ce n'était pas drôle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci pour ça. Wow. C'est drôle parce que j'y pense aussi. Donc, on va passer maintenant à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! J'espérais la suite de la quête de fripouille dans le jeu. Et du coup, je crois que je vais être déçue. je crois qu'on saura... Enfin, je crois qu'il y a pas de chute dans Game of Thrones. L'épisode se termine sur un combat. Et je suis sûre que l'affrontement contre le gladiateur, entre Keitra et le gladiateur, va être super compliqué. Et je crois que vous avez spoilé à la fin du podcast. Mais je pense que leur table va devoir intervenir pour l'aider. Et je me suis dit, alors je sais pas pourquoi l'idée a popé comme ça dans ma tête, mais que peut-être ils rencontreraient l'astrologue là. Enfin, que peut-être, c'était l'objectif, mais que peut-être l'astrologue interviendrait et que ça initierait
leur rencontre un peu. Du coup, ils vont le retrouver, l'astrologue. Et je pense, j'aimerais bien qu'ils repassent, enfin, mais en fait, c'est impossible qu'ils le fassent pas, mais ils vont repasser par le Palais des Plaisirs parce qu'ils n'ont pas obtenu la carte. Et bon, j'aimerais bien qu'ils s'infiltrent, mais je pense qu'ils vont payer pour entrer, sauf Nicolas, du coup. Et ils vont récupérer son stuff, justement, à Nicolas. Et j'aimerais bien qu'il reparle à la petite Cnidienne. Ça sert à rien. Je crois que j'aimerais bien qu'il l'enlève, qu'il apprenne avec eux. Et je sais pas s'ils le feront. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une fin à cette histoire pour cette petite fille. Et j'aimerais bien aussi qu'ils enlèvent les concubines. Voilà, pour avoir la carte. Et je sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Parce que je me disais que ça donnerait lieu à des scènes complètement folles et à une fuite incroyable. Et je reste sur ma prédiction précédente avec le fait que ça va mal se passer avec le sultan. Quand ils montreront la boîte, tout ça, je pense que ça va mal se passer. Voilà, je crois que j'attends un peu de voir ce choc. J'ai écrit que j'avais envie de le voir, mais je sais pas si je peux le dire comme ça. Je trouve ça un peu cruel. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette prédiction. Et donc on arrive doucement à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que moi qui ai une reco. Donc, alors c'est une reco très de niche. Hein. Mais, il y a un petit club de foot en Angleterre qui s'appelle Wrexham, qui vient de monter de la comment on appelle ça, des amateurs vers les professionnels. Donc il faut savoir que ce club a été racheté l'année dernière par Ryan Reynolds et un acteur de It's Always Sunny in Philadelphia qui s'appelle Roy McElhenney, je sais pas exactement, j'ai une prononciation très mauvaise. Voilà, et ils ont fait un docu sur leur rachat et sur la première saison qui est sur Disney+. S'appelle Welcome to Wrexham. Et moi j'ai découvert ça. J'ai tout regardé en une nuit. C'est vraiment très bien. Enfin, parce qu'on pourrait croire que genre des stars d'Hollywood qui rachètent un club de foot en Angleterre et qui font en plus un docu dessus, ça va être vraiment que pour le fric. Mais pour ceux qui aiment un peu le foot et les coulisses du foot, regardez-le parce que c'est vraiment très très bien. Et les mecs ont l'air vraiment sincères dans leur démarche et tout ça. Et puis récemment, ils ont été champions et ils montent d'une division. Et il y a eu tous... moi, je les suis tous sur Twitter maintenant. et du coup, j'ai vu toutes les vidéos des mecs qui sont là en pleurs et tout. Ouais. C'est vraiment... c'est un peu thématique avec la reco Ted Lasso de la dernière fois. On parle encore de foot. Et pour ceux qui aiment, c'est vraiment cool. Plutôt l'inverse. Ouais, parce que dans le docu, il y a une vibe Ted Lasso, en fait. Voilà. Ouais. Vous verrez, regardez-le, c'est vraiment très bien. Le côté américain qui connaissent même pas vraiment le sport, en fait. Ah oui, au début, les mecs ne connaissent pas le sport. Le mec, McElhenney, c'est un fan de football américain, plutôt. Et au début, il le dit, il comprend pas ce sport. Pour lui, c'est chiant. Il comprend pas que les gens... Il y a autant de gens qui le regardent, etc. Et à la fin, tu le vois dans les gradins, le mec, il en peut plus, il joue sa vie, il chiale tout le temps. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment... Je veux vraiment le regarder. Très content que t'en parles, c'est cool. Je suis très impatient de la saison 2 qui doit arriver, du coup, avec l'année du titre. On verra ça. Parfait. Et donc, c'est la fin de cet épisode de La Mombre Brave. Comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour la suite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Ciao. Salut. J'aimerais trop que ça reste sur le podcast. Il est parti, il n'entend même pas.
Ah si, l'entend. Tu veux pas regarder Arcade, s'il te plaît? Oh, les Muppet Show, quoi. Fou. Oh, J'aime bien trop. sûr que je vais le garder. C'est ça. Tu nous fais ça, on quitte ce podcast.